Papa a effacé mon portfolio de programmation la veille de l'entretien de mes rêves. Les femmes ne peuvent pas programmer. Arrête de nous faire honte, dit-il. Maman était d'accord. La technologie, c'est pour les vrais hommes, comme ton frère. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais sauvegardé. Je m'appelle Abigail Wilson, j'ai 29 ans et je programme depuis mes 15 ans. Pendant des années, ma famille n'a jamais compris ma passion pour la programmation. Ils pensaient que ce n'était qu'une phase, quelque chose qui passerait avec le temps. Mais l'année dernière, mon père a franchi une limite quand il a effacé tout mon portfolio de programmation la veille de l'entretien de mes rêves. Ces paroles résonnent encore dans ma tête, les femmes ne peuvent pas programmer. Arrête de nous faire honte. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet entretien allait tout changer. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ça, et si votre famille a déjà douté de vos rêves, appuyez sur le bouton « S'abonner ». Peut-être que cette histoire vous donnera le courage dont vous avez besoin. J'ai grandi dans une maison traditionnelle dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie. Notre maison était une maison typique en briques de 2 étages avec une pelouse bien entretenue que mon père, Harold, était fier de soigner chaque week-end. Papa travaillait comme chef ingénieur dans une entreprise de fabrication locale où il était depuis plus de 20 ans. Il était respecté dans son domaine et ramenait cette présence autoritaire à la maison. Ma mère, Diane, était femme au foyer et avait consacré sa vie à soutenir la carrière de mon père et à nous élever, mon petit frère et moi, selon ce qu'il considérait comme les rôles de genre appropriés. Mon frère Ryan avait 4 ans de moins que moi, mais il a été traité comme le prince de la famille dès sa naissance. Il a montré de l'intérêt pour le sport et les mathématiques très jeune, ce qui a enchanté mes parents. Ils lui ont acheté des jouets d'ingénierie, des kits de chimie, et plus tard, le meilleur ordinateur de jeux vidéo que l'argent pouvait acheter quand il a montré de l'intérêt. Ryan a suivi la voie professionnelle approuvée par mon père et a fini par étudier le génie mécanique à l'université, pour la plus grande joie de nos parents. Mon chemin, à moi, a été différent. J'ai découvert la programmation presque par accident pendant ma 2e année de lycée, quand j'avais besoin d'une matière optionnelle pour compléter mon emploi du temps. La seule classe disponible était « Introduction à l'informatique ». Le premier jour, j'étais l'une des 3 seules filles dans une classe de 25 élèves. Le professeur, Monsieur Pearson, était enthousiaste, mais il semblait surpris de voir des filles dans sa salle. « Tu es sûr que tu es au bon endroit ?» m'a-t-il demandé quand je suis entré. J'ai hoché la tête, me sentant immédiatement à ma place de trop. Mais quelque chose d'étrange s'est produit ce jour-là, quand Monsieur Pearson a commencé à nous enseigner les bases du HTML et nous a montré comment créer une simple page web. Un déclic s'est fait dans mon cerveau. La logique, la structure, la réponse visuelle immédiate quand on faisait bien les choses. C'était comme découvrir une nouvelle langue que je comprenais déjà. Ce jour-là, je suis rentré à la maison débordante d'émotions. Papa, aujourd'hui on a commencé à programmer en informatique et je crois que je suis vraiment doué, lui ai-je dit pendant le dîner. Mon père a à peine levé les yeux de son assiette. C'est bien, chérie, mais ne t'attache pas trop. Ces trucs d'ordinateur, ce n'est pas vraiment pour les filles. Ton frère prendra sûrement ce cours dans quelques années. Son mépris m'a blessé, mais j'y étais habitué. Chaque intérêt que je montrais pour quelque chose de technique ou scientifique était traité de la même manière. Quand j'avais 10 ans et que je voulais un télescope pour Noël, j'ai reçu une trousse de maquillage. Quand j'ai demandé des Legos de construction, j'ai reçu des poupées. Le message était toujours le même, limite-toi aux intérêts appropriés pour une fille. Malgré ce découragement, je me sentais de plus en plus attiré par la programmation. Monsieur Pearson a remarqué mes aptitudes et a commencé à me donner des projets supplémentaires. J'ai créé mon premier vrai site web un mois après le début du cours, une simple page sur la conservation marine, une autre de mes passions. La sensation de construire quelque chose à partir de rien, de taper des commandes et de les voir se transformer en quelque chose de fonctionnel et beau à l'écran était enivrante. Bientôt, je passais mes pauses déjeuner dans le labo d'informatique, apprenant seul JavaScript et CSS pour améliorer mes projets. J'ai commencé à veiller tard, bien après que mes parents pensaient que je dormais, en programmant sur l'ordinateur familial du bureau. Je minimisais mon travail au moindre bruit de pas, terrorisé à l'idée d'un autre commentaire méprisant ou qu'on me dise d'arrêter de perdre mon temps. Ma mère était moins ouvertement décourageante que mon père, mais elle renforçait le même message de façon plus subtile. Abigail, tu as pensé à devenir infirmière ? La fille de Sarah vient d'être acceptée à l'école d'infirmière et elle gagne bien leur vie. Ou peut-être enseignante. Tu as toujours été bonne avec les enfants, disait-elle,
en plaçant stratégiquement des brochures d'université de carrière traditionnellement féminines dans toute la maison. À ma dernière année, j'avais déjà créé plusieurs petites applications et sites web. J'avais construit un système d'inventaire basique pour la bibliothèque de l'école comme projet bénévole et même gagné un concours régional de programmation. Je n'en ai pas parlé à mes parents. Je leur ai dit que j'étudiais avec des amis. Le trophée est resté caché dans mon armoire, enveloppé dans un vieux pull. Quand est venu le temps des demandes pour l'université, le conflit a atteint son point culminant. Je voulais postuler à des programmes d'informatique, mais mes parents s'y sont fermement opposés. Aucune fille à moi ne va perdre son temps avec les ordinateurs, déclara mon père. Ce n'est pas féminin et tu seras malheureuse dans ces classes avec tous ces garçons. On ne te prendra pas au sérieux. Ton père a raison, ma chérie, ajouta ma mère. Pourquoi pas quelque chose qui t'irait mieux? Littérature, peut-être. Tu as toujours aimé lire. Fatigué de me battre et ayant peur de perdre leur soutien financier pour l'université, j'ai fait un compromis. Je me spécialiserai en littérature anglaise comme ils le voulaient, mais je me suis fait une promesse à moi-même, je n'arrêterai jamais de programmer. Si je devais le faire en secret, qu'il en soit ainsi. J'étais déjà experte pour cacher ma passion. Je continuerai la façade à l'université tout en développant mes compétences par moi-même. Le jour où je suis parti pour l'université publique, avec « littérature anglaise » écrit sur mes formulaires d'inscription, je me suis senti à la fois vaincu et déterminé. Mes parents étaient satisfaits, mais ils n'avaient aucune idée que dans mes bagages, cachés entre les livres, se trouvaient des manuels de programmation que j'avais achetés avec l'argent de mon job d'été. J'avais aussi rempli mon ordinateur portable d'environnements de développement et de tutoriels. Pendant qu'ils pensaient avoir réussi à rediriger ma vie, moi je préparais en silence ma vraie éducation. L'université a été à la fois libératrice et frustrante. Pour la première fois, j'étais loin de la surveillance constante et de la désapprobation de mes parents. Mais j'étudiais aussi officiellement une matière pour laquelle je n'avais presque aucune passion. Les cours de littérature anglaise remplissaient mon emploi du temps officiel, analyser les sonnets de Shakespeare, décortiquer les thèmes dans les romans de Jane Austen et écrire d'interminables essais sur le symbolisme dans la poésie moderniste américaine. Dans ma chambre d'étudiante, pourtant, une autre éducation avait lieu. Chaque moment libre entre les cours et les devoirs de littérature, je le consacrais à apprendre Python, à approfondir les frameworks de JavaScript et à construire des projets de plus en plus complexes. Ma colocataire, une étudiante en psychologie appelée Valérie, est rapidement devenue ma confidente et mon plus grand soutien. « Pourquoi tu ne changes pas simplement de filière ?» me demanda-t-elle une nuit en me trouvant en train de programmer à 3 heures du matin. « Et évidemment, ça te passionne plus que la littérature. » Je lui ai expliqué ma situation familiale, les années de découragement et ma peur de perdre leur soutien financier si je défiais leurs souhaits. Valérie secoua la tête, incrédule. Mais elle comprit. « Alors tu devras devenir si doué qu'ils ne pourront pas t'ignorer, » dit-elle, une phrase qui devint notre mantra. Le soutien de Valérie a été crucial, mais tout aussi importante fut la communauté en ligne que j'ai découverte. Dans les forums de programmation et dans les groupes de projets open source, personne ne se souciait du fait que je sois une femme. Mes contributions étaient jugées uniquement sur leur qualité. Pour la première fois, je me suis senti vraiment respecté pour mes compétences. J'ai créé un compte GitHub avec le nom d'utilisateur Abicode et j'ai commencé à contribuer à des projets open source, accumulant un portfolio de travail totalement séparé de mon identité académique officielle. Pendant ma deuxième année, j'ai suivi un cours obligatoire d'informatique que tous les étudiants en sciences humaines devaient valider. La professeure, la docteure Julia Thompson, remarqua que je terminais les devoirs en quelques minutes tandis que les autres étudiants peinaient pendant toute l'heure. Un jour, après le cours, elle me demanda de rester. « Mademoiselle Wilson, il est clair que vous savez plus que l'informatique de base, » dit-elle. « Puis-je vous demander où vous avez appris ces compétences ?» Quelque chose dans son intérêt sincère m'a poussé à m'ouvrir. Je lui ai parlé de ma passion pour la programmation, de mon apprentissage en autodidacte et de la double vie que je menais. Au lieu du mépris, j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux. Moi aussi, on m'a découragé d'étudier l'informatique dans les années 80, m'a-t-elle confié. J'ai fini en technologie éducative comme compromis. Laisse-moi t'aider. La docteure Thompson est devenue ma mentor. Je ne pouvais pas changer ma spécialisation officielle sans alerter mes parents, mais elle a arrangé pour que je travaille à temps partiel dans le département informatique de l'université. Elle m'a donné accès à des ressources informatiques avancées et m'a mis en contact avec d'anciens étudiants travaillant dans la tech.
Quand mon père appelait pour savoir où j'en étais, demandant pourquoi je passais autant de temps dans le labo informatique pour une étudiante en littérature, je mentais et disais que je faisais des recherches sur des projets de sciences humaines numériques. À ma 3e année, j'avais déjà construit mon premier vrai site web de portfolio professionnel, mettant en avant mes projets. J'avais créé une application de suivi de la vie marine pour un groupe de conservation, construit un système de planification pour le centre de tutorat de l'université et développé plusieurs projets personnels, dont un moteur de recommandation de livres qui, ironiquement, utilisait mes connaissances en littérature anglaise. Ma confiance grandissait à chaque projet réussi, même si j'assistais encore à mes cours obligatoires de littérature, me sentant de plus en plus déconnecté de ma filière officielle. Le contraste entre mon parcours académique public et mon apprentissage secret était frappant. Dans les séminaires de littérature, j'étais une étudiante moyenne, juste assez bonne pour garder ma bourse. Dans ma formation autodirigée en programmation, je prospérais, repoussant sans cesse mes limites et construisant des applications de plus en plus sophistiquées. Pendant ma dernière année, la Dr Thompson m'a aidé à obtenir un stage dans une entreprise technologique locale. J'ai dit à mes parents que c'était un poste administratif dans une maison d'édition. Techniquement, ce n'était pas un mensonge, car l'entreprise publiait de la documentation technique. Je travaillais 10 heures par semaine aux côtés de développeurs professionnels, testant pour la première fois le codage collaboratif dans un cadre réel. « Tu as un talent naturel pour ça », me dit mon superviseur Marc après que j'eus débogué un problème particulièrement compliqué dans leur base de code. « Es-tu sûr de vouloir poursuivre en littérature ? Avec tes compétences, tu pourrais décrocher un poste de développeuse junior juste après l'obtention de ton diplôme. » Ces mots furent à la fois gratifiants et douloureux. Oui, c'était exactement ce que je voulais. Mais comment expliquer la toile complexe d'attentes familiales et de dépendance financière qui me gardait attaché à un diplôme que je ne désirais pas ? La remise des diplômes approchait, mêlant soulagement et appréhension. J'allais enfin finir avec mon diplôme de littérature, mais après ? Mes parents s'attendaient à ce que je poursuive des études de master en littérature ou que je trouve un poste dans l'édition. Pendant ce temps, j'avais accumulé un large portfolio de projets de programmation et une expérience précieuse que je ne pouvais pas utiliser ouvertement dans ma recherche d'emploi sans révéler ma passion secrète. Le jour où j'ai reçu mon diplôme, mon père débordait de fierté. Maintenant tu peux te concentrer sur un bon poste dans une maison d'édition ou peut-être dans l'enseignement, dit-il. Quelque chose d'approprié. J'ai souri faiblement, écrasé par le poids de mon mensonge. Dans ma main, il y avait un diplôme de littérature anglaise que je n'avais jamais voulu. Caché dans mon ordinateur portable se trouvait l'éducation et le portfolio que j'avais réellement construit pendant 4 ans. En rentrant de la cérémonie, j'ai ressenti une immense impression de cul-de-sac. Tout ce travail, toute cette passion cachée, et je me préparais à accepter un emploi que je détesterais, juste pour satisfaire des parents qui n'avaient jamais essayé de me comprendre. Après l'obtention de mon diplôme, les vrais défis ont commencé. Avec mon diplôme de littérature en main mais sans aucune envie de l'utiliser, je suis retourné chez mes parents à Atlanta. Cet arrangement était censé être temporaire, juste le temps de trouver un emploi convenable et d'économiser assez pour mon propre logement. Mon père, toujours pragmatique, m'a donné 3 mois pour trouver du travail. Aucune fille à moi ne va rester à rien faire, déclara-t-il au petit déjeuner de mon premier jour de retour. J'ai quelques contacts dans la maison d'édition Pearson avec qui tu pourrais parler. Pour l'apaiser et gagner du temps, j'ai accepté un poste d'assistante administrative dans une compagnie d'assurance locale. Le travail était incroyablement ennuyeux, répondre au téléphone, fixer des rendez-vous, classer des dossiers, parfois, mettre à jour l'ancien site web de l'entreprise. La seule partie intéressante était cette dernière tâche, pour laquelle je me proposais avec enthousiasme, au grand étonnement de mon patron d'âge moyen qui avait du mal avec les emails basiques. On dirait que tu as un don pour l'informatique, commenta-t-il après que j'eus réglé un problème de format qui affectait ses formulaires en ligne depuis des mois. Juste de la chance, je suppose, répondis-je, minimisant mes compétences comme j'avais appris à le faire. Mes journées se déroulaient dans la monotonie corporative, mais mes nuits et mes week-ends appartenaient au code. Dans ma chambre d'enfance, transformée en espace de vie temporaire, je continuais à développer mes compétences. J'ai configuré un vrai environnement de développement sur mon ordinateur personnel. J'ai suivi des cours avancés en ligne sur l'ingénierie logicielle et j'ai travaillé sur des projets de plus en plus complexes pour mon portfolio. Le contraste entre ma vie de jour et ma vie de nuit était total. Le jour, j'étais l'assistante administrative tranquille avec un diplôme en littérature, classant des papiers et répondant aux appels. La nuit,
j'étais une développeuse compétente, construisant des applications et résolvant des défis complexes de programmation. Le coût émotionnel de cette double vie était énorme. Je me sentais piégée, déprimée et de plus en plus pleine de ressentiments envers mes parents, dont les opinions dépassées sur les rôles de genre m'avaient forcé dans cette situation. 6 mois après ce compromis, j'ai découvert un groupe local de programmeurs qui se réunissait chaque semaine dans un café du centre-ville. Y assister signifiait mentir à mes parents sur où j'allais, mais l'opportunité de me connecter en personne avec d'autres développeurs était trop tentante pour la laisser passer. Je me suis inscrite à un club de lecture, ai-je dit à ma mère un mardi soir, habillé simplement mais avec mon ordinateur portable dans mon sac. On se réunit chaque semaine. Ne m'attends pas réveillé. La rencontre des programmeurs devint ma bouée de sauvetage. Chaque mardi, je m'échappais de ma vie domestique étouffante et passais 3 heures avec des gens qui partageaient ma passion et respectaient mes compétences. Personne ne questionnait le fait que je sois une femme dans la programmation. Personne ne suggérait que je serais mieux dans l'enseignement ou dans les soins infirmiers. Dans ce café, entouré par la lumière des écrans d'ordinateurs portables et le murmure des discussions techniques, je pouvais enfin être moi-même. C'est à l'une de ces réunions que j'ai rencontré Eric, un ingénieur logiciel dans une start-up locale. Il remarqua l'efficacité de mon code pendant un exercice de programmation en binôme et lança une conversation ensuite. « Où travailles-tu » demanda-t-il, supposant que j'étais déjà dans l'industrie. J'hésitais avant de répondre, je suis assistante administrative. En réalité, la programmation, c'est plutôt un passe-temps. Le mot sonnait faux au moment même où je l'ai dit. La programmation n'était pas un passe-temps pour moi. C'était ma vocation, ma passion, ce pourquoi j'étais faite. Eric parut confus. Avec tes compétences, tu devrais travailler comme développeuse professionnelle. En prenant un café après la réunion, je lui expliquai ma situation, les années de découragement, mon éducation secrète, le diplôme de littérature que je n'avais jamais voulu et la pression familiale qui me forçait à vivre une double vie. Au lieu de me plaindre, Eric m'offrit quelque chose de bien plus précieux, de l'aide concrète. Mon entreprise a besoin de développeurs, dit-il. Il se fiche des diplômes si tu peux prouver tes compétences. Tu voudrais du travail freelance pour commencer ? Quelque chose que tu pourrais faire le soir et le week-end ? Cette conversation changea tout. Avec la recommandation d'Eric, j'ai commencé à accepter de petits projets freelance pour son entreprise. Le travail était stimulant et gratifiant, et la paie était bien meilleure que celle de mon travail de jour. J'ai ouvert un compte bancaire séparé pour mes revenus de programmation, sachant que mes parents questionneraient toute amélioration financière soudaine. À mesure que mes compétences et ma confiance grandissaient, ma détermination à me libérer de leurs limites grandissait aussi. Eric et moi nous rapprochions également. Notre relation s'est développée naturellement grâce à notre passion commune pour la technologie. Il est devenu non seulement mon petit ami, mais aussi mon plus grand allié pour planifier ma sortie de la vie que mes parents avaient tracée pour moi. « Tu ne peux pas vivre comme ça pour toujours », dit-il un soir après que j'eus refusé un projet plus grand par peur que mes parents remarquent l'engagement en temps. À un moment donné, tu dois vivre pour toi-même. Il avait raison, mais la perspective d'affronter mes parents m'effrayait terriblement. Les rares fois où j'avais mentionné les carrières technologiques, mon père rejetait immédiatement l'idée. L'industrie de la tech n'est pas faite pour les femmes, dit-il un soir au dîner quand j'ai parlé d'un article sur les femmes en STEM. Tous ces hommes avec leurs attitudes agressives, tu serais malheureuse. En plus, tu as ton diplôme en littérature. Pourquoi gaspiller toute cette éducation ? Ma mère soutenait toujours son avis. Ton père sait ce qui est mieux, chérie. Il travaille avec des ingénieurs tous les jours. S'il dit que ce n'est pas adapté aux femmes, il doit savoir. Mon frère Ryan, maintenant en dernière année d'ingénierie, empirait souvent les choses avec ses propres commentaires méprisants. La programmation, c'est de la logique complexe, Serette. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le cerveau féminin. Sans vouloir t'offenser. Chaque remarque de ce genre renforçait ma détermination à leur prouver qu'ils avaient tort, mais m'obligeait aussi à cacher davantage ma véritable passion et mes compétences. Je suis devenu une experte pour dissimuler mon travail de programmation, minimiser mes fenêtres quand ma famille entrait dans ma chambre, travailler jusque tard dans la nuit et cacher mes livres de programmation sous des couvertures de littérature anglaise. Presque un an après l'obtention de mon diplôme, toujours à vivre chez mes parents et à travailler dans le poste administratif que je détestais, j'ai atteint un point de rupture. Je vivais un mensonge. Mes vrais talents étaient cachés. Ma carrière était bloquée avant même d'avoir vraiment commencé. Quelque chose devait changer.
Et le catalyseur arriva sous la forme d'une offre d'emploi qu'Eric me transféra un soir, développeuse de logiciels chez Erasan, l'une des entreprises les plus innovantes d'Atlanta. Le poste exigeait exactement les compétences que j'avais perfectionnées en secret pendant des années. « Tu devrais postuler », m'encouragea Eric. « Tu es plus que qualifié. » En lisant la description du poste, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de terreur. C'était l'opportunité que j'attendais, celle d'entrer enfin dans la carrière que je voulais vraiment. Mais l'accepter signifiait affronter ma famille avec la vérité que j'avais cachée pendant des années. Après une nuit blanche à peser mes options, j'ai pris une décision. J'ai envoyé ma candidature à Erasan le lendemain matin. Quoi qu'il arrive, je ne me cacherai plus. L'offre d'emploi d'Erasan semblait presque trop parfaite pour être vraie. Il cherchait un développeur junior avec une maîtrise exacte des frameworks et des langages que j'avais appris. L'entreprise était connue pour son travail innovant en système de suivi environnemental, une technologie qui aidait à surveiller et protéger les habitats de la faune, combinant ma passion pour la conservation avec mon amour pour la programmation. C'était comme si le poste avait été créé spécialement pour moi. Envoyer ma candidature fut terrifiant. Pour la première fois, je présentais mes vraies compétences professionnellement, en joignant le site web de mon portfolio et mon profil J-Hub à la place de mon diplôme inutile en littérature. Je m'attendais à attendre des semaines pour une réponse, si jamais il y en avait une. Au lieu de ça, j'ai reçu un email le lendemain. Nous sommes impressionnés par votre portfolio et nous aimerions vous inviter à compléter un défi de programmation comme prochaine étape de notre processus d'entretien, disait le message. J'ai presque tombé de ma chaise en le lisant. Ils étaient impressionnés par moi, par mon travail. Le défi de programmation était important, créer une petite application capable de traiter et visualiser des ensembles de données environnementales. J'ai demandé 2 jours de congé à mon travail administratif, prétextant une urgence familiale, et j'ai mis tout mon cœur dans le projet. Eric m'a donné quelques conseils techniques quand je bloquais, mais le travail fut entièrement le mien. Quand je l'ai enfin envoyé, j'étais fier de ce que j'avais créé, peu importe si cela menait à un entretien. 3 jours plus tard, un autre email est arrivé. Votre solution à notre défi de programmation a été exceptionnelle. Nous aimerions vous inviter à un entretien virtuel avec notre équipe technique. J'ai passé l'entretien depuis un café, à l'heure du déjeuner, caché dans un coin avec mes écouteurs. L'entretien technique fut intense, des questions sur les algorithmes, la conception de systèmes et ma manière d'aborder les problèmes. J'ai répondu avec confiance, m'appuyant sur des années d'auto-apprentissage et d'expérience pratique. Quand l'entretien s'est terminé, le développeur principal a souri. C'était impressionnant, Abigail. Nous aimerions vous inviter à un entretien final dans nos bureaux la semaine prochaine. Cela inclura une révision de votre portfolio et une rencontre avec l'équipe avec laquelle vous travaillerez. Je pouvais à peine contenir mon émotion en quittant le café. C'était réel. Une véritable opportunité dans une vraie entreprise technologique, pour faire un travail qui comptait. Mais ma joie fut rapidement assombrie par la réalité, je devrais en parler à mes parents. Après des années à cacher ma programmation, je devrais tout révéler si je voulais assister à cet entretien. Ce soir-là, j'ai rassemblé mon courage et je me suis approché de mes parents, assis devant la télévision dans le salon. Mes mains tremblaient quand j'ai baissé le volume et me suis tenu devant eux. Maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire, commençai-je. J'ai un entretien la semaine prochaine pour un poste de développeuse de logiciels. La confusion sur leur visage aurait été comique dans une autre situation. Un quoi, demanda mon père, comme s'il avait mal entendu. Le développeuse de logiciels, chez Erasan. Il crée des systèmes de suivi environnemental. Ma mère sembla inquiète. Mais tu as étudié la littérature, ma chérie. Comment pourrais-tu être qualifié pour quelque chose comme ça? En prenant une profonde inspiration, j'ai révélé la vérité que j'avais cachée depuis des années. J'apprends la programmation seule depuis le lycée, aussi durant l'université. J'ai construit un portfolio de projets, j'ai contribué à des logiciels open source et je fais des travaux de développement freelance depuis plus d'1 an. Le visage de mon père s'assombrit. Tu as fait, quoi? Dans notre dos? J'ai essayé tant de fois de vous dire à quel point j'aimais la programmation, mais vous avez toujours rejeté ça. Vous m'avez dit que ce n'était pas pour les femmes, que je devais me concentrer sur des carrières plus appropriées. Parce que ce n'est pas approprié, s'exclama-t-il en se levant de sa chaise. L'industrie technologique est brutale, surtout pour les femmes. J'essayais de te protéger. En me forçant dans un domaine qui ne me passionne pas?
J'ai été misérable dans ce travail administratif. Papa, la programmation est ce que j'aime, ce dans quoi je suis doué. Erasan a été assez impressionné par mes compétences pour m'inviter à un entretien final. Ma mère essaya de jouer les médiatrices. Abigail, chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es sûr que ce n'est pas juste une phase? Une phase? Je programme en secret depuis presque 15 ans, parce que vous m'avez fait croire que ma passion était une honte. Mon frère Ryan, qui observait en silence depuis la porte, intervint avec son mépris habituel. Allons, Serette. Ces types vont te bouffer toute crue. Ils te regarderont une fois et te colleront sur le blog de l'entreprise. Son commentaire alluma encore plus ma colère. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable, Ryan. Aucun de vous n'en a, parce que vous n'avez jamais pris la peine de le découvrir. La discussion s'enflamma à partir de là. Mon père insista que je faisais une erreur, que je jetais mon éducation pour un rêve impossible. Ma mère suggéra que je pouvais peut-être trouver un compromis, il y a des maisons d'édition qui ont besoin de gens avec des bases en informatique. À la fin de la soirée, personne n'avait changé d'avis. Mes parents laissèrent clairement entendre qu'ils désapprouvaient mon entretien et mon passe-temps, comme ils l'appelaient. Je suis allé me coucher me sentant à la fois libéré d'avoir enfin révélé ma vraie passion et dévasté par leur rejet constant de mes compétences. Malgré leur désapprobation, j'ai passé les jours suivants à me préparer intensément pour l'entretien. J'ai révisé mon portfolio, pratiqué l'explication de mes projets et étudié en profondeur Erasan. Eric m'a aidé à m'entraîner pour les questions techniques et m'a même emmené faire du shopping pour trouver une tenue professionnelle adaptée à une entrevue tech. Ils vont t'adorer, me rassura-t-il la veille du grand jour. Sois juste toi-même et montre-leur ce que tu sais faire. Je suis rentré de chez Eric ce soir-là, me sentant prudemment optimiste. L'entretien était prévu à 9 h du matin et j'avais préparé tout ce qu'il fallait, mon portfolio prêt, ma présentation répétée, et ma confiance au plus haut niveau possible malgré la tension familiale. Ce que je ne savais pas, c'est que cet optimisme allait s'écraser avant l'aube. J'ai réglé mon réveil pour 6 h du matin, voulant avoir largement le temps de me préparer mentalement et physiquement à l'entretien le plus important de ma vie. Mon portfolio était prêt sur mon ordinateur, mes notes organisées et ma tenue professionnelle accrochée derrière ma porte. J'avais même préparé des réponses aux questions possibles, surtout celles sur mon parcours peu conventionnel vers la technologie avec un diplôme en littérature anglaise. Avant d'aller me coucher, j'ai décidé de vérifier mon portfolio une dernière fois, à la recherche de la moindre amélioration. Tout semblait parfait. Chaque projet était documenté avec des explications claires, des extraits de code montrant mon meilleur travail, et une déclaration personnelle qui décrivait honnêtement mon parcours. Satisfaite, j'ai fermé mon ordinateur portable, je l'ai posé sur mon bureau et je suis allé au lit vers 23 h, nerveuse mais excitée par l'opportunité qui m'attendait le lendemain matin. Le sommeil ne vint pas facilement. Je me tournais et retournais, l'esprit en ébullition avec des pensées sur l'entretien, imaginant les meilleurs comme les pires scénarios. Vers minuit, j'ai entendu mon père rentrer d'une réunion tardive. Ses pas lourds passèrent devant ma porte, s'arrêtant brièvement avant de continuer vers la chambre principale. Quelque chose dans cette pause m'a mise mal à l'aise, mais je finis par sombrer dans un sommeil agité. Mon réveil me sortit brutalement du sommeil à 6 h pile. Je me levai immédiatement, impatiente de commencer ma préparation. En attrapant mon ordinateur portable, je remarquai quelque chose d'étrange. Il n'était pas exactement à la même place où je l'avais laissé. Le câble de charge était branché, alors que je me souvenais clairement l'avoir laissé débranché. Un malaise me serra l'estomac quand j'ouvris l'ordinateur. Il démarra normalement, mais quand j'essayais d'accéder à mon site de portfolio, je reçus un message d'erreur. Confuse, je vérifiai mon environnement de développement local. Les fichiers auraient dû être là, même si le site était hors ligne. Rien. Tout mon répertoire de portfolio était vide. La panique monta quand je vérifiai mon compte GitHub. Mes dépôts avaient disparu. Chaque projet, chaque ligne de code que j'avais créé au fil des années s'était évaporée. J'ai essayé de récupérer des fichiers dans mes sauvegardes locales, mais ces dossiers étaient eux aussi vides. Ce n'était pas un bug aléatoire. C'était délibéré. Les mains tremblantes, je fouillais tout mon ordinateur. Tout mon travail de développement avait été supprimé méthodiquement. Des années de projets, de code et de documentation, disparus. La seule chose laissée intacte, mes fichiers liés à mon diplôme de littérature et mes photos. Les larmes coulant sur mon visage, je dévalai les escaliers pour trouver mon père,
déjeunant tranquillement à la table de la cuisine. Ma mère préparait du café et Ryan fixait son téléphone avec un petit sourire en coin. « Que as-tu fait à mon ordinateur » demandai-je d'une voix brisée. Mon père leva les yeux, son expression étrangement calme. « J'ai réglé un problème. » « Réglé un problème ? Tu as effacé tout mon portfolio. Des années de mon travail. » Il posa sa tasse de café délibérément. « C'était pour ton bien, Abigail. Cette bêtise de programmation est allée trop loin. Tu as un diplôme de littérature. C'est ton chemin. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais tu n'avais pas le droit. J'ai un entretien dans 3 heures. Un entretien pour lequel tu n'es pas qualifié, dit-il fermement. Les femmes ne peuvent pas programmer. Arrête de nous faire honte avec cette fantaisie. J'ai tout effacé parce que je me soucie de toi. Le monde de la technologie te broierait et te recracherait. Je te sauve de l'humiliation. Ma mère posa une main douce sur mon épaule, son visage une fausse expression de sympathie. Ton père a raison, ma chérie. La technologie, c'est pour les vrais hommes comme ton frère. Pourquoi ne pas regarder ce poste d'assistante éditoriale chez l'éditeur ? La fille de Sarah y travaille et elle adore ça. Je repoussai sa main, trop en colère pour supporter son contact. Il n'avait aucun droit de détruire mon travail. Ce portfolio représentait des années de ma vie. Ryan leva enfin les yeux de son téléphone. « Détends-toi, sœurette. Papa a juste effacé quelques fichiers d'un passe-temps. Ce n'est pas comme si tu avais perdu ton grand roman américain ou quelque chose du genre. Ce n'étaient pas des fichiers de passe-temps, c'étaient des projets professionnels. Le travail de ma vie, mon futur. » L'expression de mon père se durcit. Assez de drame. Cette discussion est terminée. Tu n'iras pas à cet entretien. Appelle et annule. Ensuite, reprends-toi et commence à réfléchir de façon réaliste à ta carrière. À ce moment-là, debout dans la cuisine de mes parents, avec mon travail détruit et l'entretien de mes rêves à quelques heures, quelque chose s'est brisé en moi. Mais quelque chose de plus fort s'est formé à la place, une détermination de faire que je n'avais jamais ressenti auparavant. Sans dire un mot de plus, je fis demi-tour et montai les escaliers. Je refermai la porte de ma chambre, m'appuyai dessus et me permis exactement 30 secondes de larmes. Puis je pris une grande inspiration, attrapai mon téléphone et appelai la seule personne qui pouvait comprendre. « Eric, c'est Abigail. J'ai besoin de ton aide. » Mon père a tout effacé. Sa surprise était palpable à travers le téléphone. « Tout ? Ton portfolio, tes projets, tout ? Et mon entretien est dans moins de 3 heures. » Il n'y eut qu'une brève pause avant que sa voix revienne, décidée. « Prépare un sac avec ta tenue pour l'entretien. Prends ton ordinateur portable. Je serai devant chez toi dans 15 minutes. On peut arranger ça. » En ramassant rapidement mes affaires, j'entendis mon père crier depuis les escaliers. « Abigail, avec qui parles-tu ? Tu dois appeler et annuler cet entretien. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai enfilé un jean et un t-shirt, mis ma tenue d'entretien dans un sac, pris mon ordinateur portable et me suis éclipsé par la porte latérale juste au moment où la voiture d'Eric s'arrêtait. En nous éloignant, je regardais la maison où j'avais grandi, là où on m'avait systématiquement découragé de suivre ma passion, là où mon propre père avait détruit mon travail pour me protéger. À ce moment-là, je sus que je ne reviendrais jamais, du moins pas en étant la même personne. « Où allons-nous » demandai-je à Eric pendant que nous prenions l'autoroute. « D'abord chez moi. Ensuite, nous restaurerons ton portfolio et t'amènerons à cet entretien. » « Mais comment ? » Tout a disparu. Pour la première fois de la matinée, Eric sourit. « Pas tout. Tu te souviens quand je t'ai aidé à configurer ces sauvegardes dans le cloud le mois dernier, et les dépôts privés sur GitHub ? Ton père a peut-être effacé les fichiers locaux, mais il n'a pas pu toucher à ça. » Une étincelle d'espoir s'alluma. Mon père, avec toute son ingérence, connaissait bien peu les pratiques modernes de développement. Il n'aurait jamais pensé aux dépôts distants ni aux sauvegardes dans le cloud. « Tu veux dire que je pourrais encore tout avoir ? » Eric confirma. « Il faudra du travail pour tout restaurer, mais on a le temps. Et j'ai déjà appelé mon boulot pour dire que je suis malade aujourd'hui, donc je suis à toi jusqu'à ce que tu réussisses cet entretien. » Pour la première fois depuis que j'avais découvert la suppression, je pus respirer. Mon portfolio n'était pas perdu. Mon rêve n'était pas mort.
Et aussi douloureuse que cette matinée avait été, elle m'avait finalement libéré de l'obligation de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Mon père avait tenté d'effacer mon avenir, mais il avait oublié un détail crucial, j'avais appris depuis longtemps à sauvegarder ce qui comptait le plus, dans tous les sens du terme. L'appartement d'Éric devint le centre de commande de l'opération récupération de portfolio. Dès que nous sommes arrivés, il m'a installé un espace de travail sur sa table de salle à manger, tandis qu'il s'asseyait sur le canapé avec son propre ordinateur. Nous avions exactement 2h45 avant mon entretien chez Erasan. D'abord les dépôts J-Hub, dit Eric d'un ton professionnel. Je me connectais à mon compte J-Hub, soulagé de voir que, même si mes dépôts publics paraissaient vides, les privés étaient intacts. Mon père n'avait réussi qu'à effacer ce qu'il pouvait voir en se connectant à mon ordinateur. Il a dû utiliser ton portable pendant que tu dormais et supprimer ce qu'il pouvait trouver, théorisa Eric. Mais il n'avait ni ton mot de passe J-Hub, ni accès à tes comptes cloud. En travaillant méthodiquement, nous avons commencé à restaurer mon portfolio pièce par pièce. Eric s'occupait de récupérer les fichiers des sauvegardes cloud, pendant que je restaurais mon site web de portfolio à partir du dépôt J-Hub. Le processus était fastidieux mais simple, télécharger les fichiers de sauvegarde, vérifier leur intégrité et les remettre à leur place. 1 heure après le début de nos efforts, mon téléphone se mit à sonner. Le numéro de la maison de mes parents. Je le mis en silencieux sans répondre. Ils se demandent sûrement où tu es, dit Eric. Ils finiront bien par comprendre, répondis-je sans lever les yeux de mon écran. Je n'allais pas perdre du temps de préparation pour l'entretien dans cette conversation. Le téléphone sonna 3 fois encore avant que les appels cessent, remplacés par des messages de plus en plus pressants. Où es-tu? Rentre immédiatement à la maison, jeune fille. Tu commets une grosse erreur. Cet entretien ne t'apportera que de la déception. Je les ai tous ignorés, en me concentrant entièrement sur la tâche à accomplir. Au bout de 90 minutes, nous avions fait des progrès significatifs. Mon site web de portfolio était de nouveau en ligne et la plupart de mes projets principaux étaient restaurés et fonctionnels. Nous travaillions sur les dernières pièces à récupérer quand mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était la Dr Thompson, ma mentor à l'université. Je devrais répondre, dis-je à Eric en allant à la cuisine. Abigail, tu vas bien, demanda la Dr Thompson dès que j'ai décroché. Ta mère m'a appelé. Elle a dit que tu t'étais enfui et que tu faisais peut-être une terrible erreur avec un entretien dans la tech. Bien sûr, il l'appellerait. Il savait qu'elle avait été ma conseillère à l'université. Je vais bien, Dr Thompson, mais il y a eu un problème. Je lui ai rapidement expliqué ce qui s'était passé, mon père avait effacé mon portfolio, notre opération de récupération, et l'entretien qui arrivait. Au lieu de l'inquiétude ou de la prudence à laquelle je m'attendais, j'ai entendu de la détermination dans sa voix. Que puis-je faire pour aider? As-tu besoin de lettres de recommandation? De conseils techniques? Son soutien immédiat m'a fait pleurer. En fait, il y a un projet que j'ai du mal à récupérer, le système de visualisation de données environnementales que j'ai construit dans ton atelier d'informatique avancée. As-tu encore les fichiers du framework d'origine? Je les ai dans mes archives d'enseignement. Je te les envoie par email tout de suite. Et Abigail, je suis fier de toi. Va leur montrer ce que tu sais faire. Avec l'aide de la Dr Thompson et le soutien indéfectible d'Eric, nous avons terminé la récupération du portfolio avec 30 minutes d'avance avant l'entretien. Tout l'essentiel était revenu à sa place, pas parfaitement rangé, mais fonctionnel et impressionnant. Je me suis changé dans ma tenue d'entretien dans la salle de bain d'Eric. Je me suis maquillé légèrement et j'ai essayé d'apaiser les battements de mon cœur. Tu as l'air d'une développeuse professionnelle, dit Eric quand je suis sorti. Parce que c'est ce que tu es. Il m'a conduite dans les bureaux de Erasan, situés dans un élégant immeuble de verre au centre-ville. En voiture, il m'a donné un dernier discours d'encouragement. Rappelle-toi, tu as gagné cet entretien grâce à tes compétences, pas grâce à un diplôme. Ils aiment déjà ton travail. Sois toi-même et montre-leur la développeuse passionnée que je connais. Devant l'immeuble, il m'a donné un baiser rapide pour me porter chance. Je serai au café en face. Envoie-moi un message quand tu auras fini, quoi qu'il arrive. L'accueil de Erasan était moderne et chaleureux, avec des plantes vivantes qui donnaient une ambiance naturelle, en ligne avec leur mission environnementale. La réceptionniste m'a souri chaleureusement quand je me suis approché. Abigail Wilson, juste à l'heure. L'équipe est prête à vous recevoir.
On m'a conduite dans une salle de conférence où 4 personnes m'attendaient. Marcus, le directeur technique, Sophia, la chef d'équipe, David, développeur senior, et Elena, des ressources humaines. Ils m'ont accueilli avec une chaleur professionnelle et, après de brèves présentations, l'entretien a commencé. La première partie s'est concentrée sur mes connaissances techniques, questions sur les structures de données, les algorithmes et la conception de systèmes. Malgré ma fatigue et les montagnes russes émotionnelles du matin, j'ai répondu avec confiance, en m'appuyant sur des années d'auto-formation et d'expérience pratique. Quand on m'a demandé une stratégie de cache particulièrement complexe, j'ai expliqué mon approche avec une clarté qui a semblé les impressionner. Puis vint la revue du portfolio. J'ai branché mon ordinateur à leur projecteur, terrifié à l'idée que quelque chose échoue après notre récupération précipitée. À mon grand soulagement, tout s'est chargé parfaitement. Je leur ai montré mes projets principaux, en expliquant mes choix de conception et les problèmes que chaque solution adressait. Cette visualisation de données environnementales est particulièrement impressionnante, nota Sophia en examinant le projet que j'avais sauvé avec l'aide de la Dr Thompson. La façon dont tu gères de grands ensembles de données tout en gardant de bonnes performances montre une vraie maîtrise. Merci, répondis-je. J'ai une passion particulière pour les projets à impact environnemental. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré chez Erasan. L'entretien se passait bien, mieux que je ne l'aurais imaginé vu les circonstances. Puis arriva la question que je redoutais. Je vois que tu as un diplôme en littérature anglaise, dit Marcus en regardant mon CV. Pourtant, tes compétences techniques sont clairement d'un niveau professionnel. Peux-tu nous parler de ce parcours ? En prenant une grande inspiration, j'ai décidé que l'honnêteté était la meilleure approche. J'ai découvert ma passion pour la programmation au lycée, mais j'ai fait face à beaucoup de découragement pour en faire une carrière, surtout parce que je suis une femme. Mes parents ont insisté pour que j'étudie la littérature. Pendant l'université, j'ai appris à programmer le soir et le week-end, en construisant le portfolio que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas un parcours classique. Mais il m'a rendu ingénieuse, déterminée et autonome, des qualités qui, je pense, profiteront à votre équipe. La salle est restée silencieuse un instant avant qu'Elena prenne la parole. Cela montre une persévérance remarquable. Beaucoup auraient abandonné. Ce matin, mon père a effacé tout mon portfolio de mon ordinateur, ai-je ajouté, moi-même surprise d'oser le dire. Il pensait me protéger d'un échec dans un domaine où, selon lui, les femmes ne peuvent pas réussir. Ce que vous voyez là est le résultat d'une récupération d'urgence, quelques heures à peine avant cet entretien. Je suis ici parce que je refuse de laisser quelqu'un d'autre définir ce dont je suis capable. Au lieu d'un malaise face à cette révélation personnelle, j'ai vu quelque chose qui ressemblait au respect sur leur visage. Eh bien, dit Marcus après un moment. Cela explique pourquoi certaines structures de dossiers semblent réorganisées à la hâte. Il sourit. Je suis impressionné que tu aies réussi ça dans de telles circonstances. La dernière partie de l'entretien s'est concentrée sur la dynamique d'équipe et des scénarios de travail. Comment je gérerai les désaccords, comment je collaborerai, comment j'aborderai l'apprentissage de nouvelles technologies. Ces questions m'ont paru faciles. Après tout, j'avais navigué dans des dynamiques difficiles tout au long de mon parcours en programmation. À la fin de l'entretien, Sophia posa une dernière question. Pourquoi devrions-nous te recruter, toi, plutôt que des candidats avec un diplôme formel en informatique ? En la regardant droit dans les yeux, j'ai répondu avec le cœur. Parce que j'ai dû travailler 2 fois plus pour obtenir la moitié de la reconnaissance. J'ai développé ces compétences malgré un découragement actif, ce qui veut dire que je n'apporte pas seulement des capacités techniques, mais aussi une détermination sans égale. Je ne considère jamais une opportunité comme acquise, et je ne le ferai jamais. J'ai ajouté avec un léger sourire. Et j'apporte une perspective unique. Mon diplôme en littérature m'a appris des compétences de communication qui complètent mes capacités techniques. Je peux combler l'écart entre les systèmes complexes et les personnes qui les utilisent. L'équipe échangea des regards et Marcus hocha légèrement la tête. Merci pour ton temps aujourd'hui, Abigail, dit-il en se levantant pour me serrer la main. Tes compétences techniques sont impressionnantes, mais ta persévérance l'est encore plus. Nous te recontacterons très bientôt. Je quittai l'entretien en me sentant étrangement calme. Peu importe le résultat, aujourd'hui j'avais accompli quelque chose d'important. Je m'étais défendu, moi et mes compétences. J'avais refusé d'être défini par les limites imposées par d'autres. Quoi qu'il arrive,
il n'y aurait pas de retour en arrière vers celle que j'étais avant. Eric m'attendait dans le café, comme il l'avait promis, l'anxiété clairement visible sur son visage. Quand il me vit, il se leva immédiatement. Alors, comment ça s'est passé? Pour la première fois de la journée, je souris sincèrement. Je crois que j'ai cartonné. 3 jours après l'entretien, je reçus un appel d'Elena de Hérassan alors que j'étais assise dans le salon d'Eric, où je logeais depuis l'incident du portfolio. Abigail, je suis Elena de Hérassan. Je t'appelle au sujet de ton entretien. Mon cœur s'emballa tandis que je passais le téléphone en haut-parleur pour qu'Eric entende. Nous aimerions t'offrir le poste de développeuse junior dans notre équipe des systèmes environnementaux. Je me couvris la bouche pour étouffer un cri de joie alors qu'Elena continuait. Tes compétences techniques nous ont impressionnés, mais c'est ta détermination et ta résilience qui t'ont vraiment distingué. Le salaire de départ est de $5 000 par mois avec avantage après 30 jours. La somme représentait presque 3 fois ce que je gagnais comme assistante administrative. Quand j'ai raccroché après avoir accepté l'offre, Eric m'a soulevé et fait tournoyer dans le salon. Je savais que tu pouvais le faire, s'exclama-t-il. Quand commences-tu? Dans 2 semaines, répondis-je encore étourdi par ce retournement de situation. Je dois donner mon préavis à mon travail actuel et réfléchir à ce que je vais faire avec ma famille. La situation familiale exigeait une attention immédiate. Mes parents avaient appelé et envoyé des messages sans arrêt depuis mon départ, alternant entre des exigences de retour et des avertissements sur l'erreur que je faisais. Je n'avais répondu que brièvement pour leur dire que j'étais en sécurité et que je restais chez un ami. Maintenant, avec l'offre en main, il était temps d'avoir une vraie conversation. Plutôt que de retourner chez eux, je proposais à mes parents qu'on se rencontre dans un lieu neutre, un café tranquille à mi-chemin entre l'appartement d'Eric et leur maison. À ma surprise, ils acceptèrent, bien que mon père insistât pour que Ryan vienne aussi. Ils étaient déjà assis quand j'arrivais, ma mère inquiète, mon père sévère et Ryan mal à l'aise. Je m'assis en face d'eux, posant mon ordinateur sur la table comme un bouclier. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, commençai-je en regardant directement mon père dans les yeux. Je veux que vous sachiez que j'ai eu le poste chez Hérassan. Je commence dans 2 semaines comme développeuse junior. L'expression de mon père s'assombrit. C'est une erreur, Abigail. Tu te prépares à l'échec. En réalité, je me prépare à un salaire de $5 000 et à un travail qui me passionne. La somme les surprit clairement. C'était plus que beaucoup de postes d'entrée dans les domaines qu'ils jugeaient convenables pour moi. Ce n'est pas possible, murmura Ryan. Pour un poste de débutant? Les développeurs qualifiés sont très demandés, répondis-je simplement. Et malgré tes efforts pour me saboter, papa, j'ai prouvé mes compétences. Ma mère tendit la main sur la table, l'air suppliant. Chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ton père a vu comment on traite les femmes dans la tech. Assez, l'interrompis-je, ma voix ferme mais contrôlée. Cette idée que vous me protégiez en détruisant mon travail et en décourageant ma passion doit s'arrêter. Vous ne me protégez pas. Vous me contrôlez, en vous basant sur vos opinions dépassées de ce que les femmes doivent ou ne doivent pas faire. J'ouvris mon ordinateur et le tournai vers eux. Voici mon portfolio restauré à partir de sauvegardes dont vous n'aviez aucune idée. Ce sont des projets que j'ai construits pendant que vous pensiez que j'écrivais des essais de littérature ou que je travaillais dans mon emploi administratif. Ça, dis-je en faisant défiler la collection impressionnante de travaux, c'est qui je suis vraiment. Pour la première fois, je vis mon père vraiment regarder mon travail. Son expression passa du mépris à la confusion, puis à un intérêt réticent tandis que j'expliquais brièvement chaque projet. Ryan se pencha en avant, sa curiosité de futur ingénieur prenant le dessus sur son mépris habituel. « Tu as construit tout ça toi-même » demanda-t-il, visiblement surpris. Chaque ligne de code. Sans soutien, sans formation officielle, et malgré le découragement actif de ma propre famille. Mon père se racla la gorge. Le système de suivi environnemental est assez sophistiqué. C'était presque la chose la plus proche d'une approbation qu'il m'ait jamais donnée sur ma programmation. Et même si une partie de moi voulait rejeter cette reconnaissance tardive, une autre aspirait encore à son approbation. J'ai loué un appartement, continuai-je, changeant de sujet. Je déménage la semaine prochaine. Je viendrai chercher le reste de mes affaires demain, pendant que tu seras au travail, papa. Ma mère commença à pleurer en silence. Tu n'as pas besoin de déménager, Abigail. On peut arranger ça en famille. Si, maman.
Ce que papa a fait, détruire mon travail, a franchi une ligne qu'on ne peut pas effacer. J'ai besoin d'espace loin de vous tous pour construire ma carrière et ma vie à mes propres conditions. La conversation continua encore 1 heure, passant par la culpabilité, la colère, une acceptation à contre-cœur, et finalement une trêve inconfortable. Mon père ne s'excusa pas explicitement, mais ses derniers mots en partant suggérèrent une fissure dans ses certitudes. Je pense toujours que ce sera plus difficile que tu ne l'imagines, dit-il. Mais j'espère que tu me prouveras que j'ai tort. Je l'ai déjà fait, répondis-je. Tu n'y prêtais juste pas attention. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de changements. Je m'installai dans mon petit mais parfait appartement d'une chambre, décoré avec l'aide d'Eric. Je donnai mon préavis dans mon travail administratif, où mon superviseur sembla sincèrement surpris que la calme diplômée en littérature parte pour devenir développeuse. Je commençai mon poste chez Erasan, plongeant dans leur base de code et prouvant rapidement ma valeur à l'équipe. Pendant 3 mois, j'eus un contact minimal avec ma famille, quelques SMS avec ma mère, le silence de mon père et, étonnamment, quelques questions techniques de Ryan, qui semblait réévaluer sa vision de mes compétences. Puis arriva une invitation inattendue. Ma mère m'invita au dîner du dimanche, promettant que mon père voulait parler. Contre le conseil prudent d'Eric, j'acceptai d'y aller seul. La maison semblait exactement la même, mais je me sentais comme une visiteuse plutôt que comme une fille qui rentrait. Ma mère m'enlaça fortement à la porte, tandis que mon père restait maladroitement en arrière. Ryan, revenu de l'école supérieure pour le week-end, me salua d'un geste dépourvu de sa condescendance habituelle. Le dîner fut tendu, mais civilisé, avec une conversation limitée à des sujets sans risque jusqu'à ce que mon père finisse par poser sa fourchette et me regarde droit dans les yeux. « J'ai reçu un appel de Marcus Chen la semaine dernière, dit-il. Je restai figée, confuse. Marcus était mon directeur technique chez Erasan. C'est un ancien collègue de mes années d'ingénierie, continua mon père. Quand il a mentionné qu'il avait engagé une nouvelle développeuse prometteuse appelée Abigail Wilson, j'ai compris que c'était toi. Je n'avais aucune idée que tu étais ma fille. Et qu'a-t-il dit, demandai-je prudemment. Et il a dit que tu étais l'une des développeuses juniors les plus talentueuses avec lesquelles il avait travaillé. Il a dit que ton code était élégant et ta résolution de problèmes exceptionnelle. Mon père baissa les yeux vers son assiette. Il m'a demandé où tu avais étudié l'informatique et j'ai dû admettre que tu avais appris seul, que ton propre père t'avait découragé à chaque étape. Cette reconnaissance semblait lui coûter cher. Ma mère posa sa main sur la sienne. J'avais tort, Abigail, dit enfin mon père, les mots difficiles à prononcer. Pas seulement sur tes compétences, mais sur le fait d'avoir voulu contrôler ton chemin. Je pensais te protéger, mais Marcus m'a parlé des femmes dans ses équipes techniques, de comment l'industrie change. J'aurais dû t'écouter il y a des années. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais venant de mon père, c'était monumental. Les larmes me montèrent aux yeux tandis qu'il ajoutait. Je ne peux pas effacer le découragement ni l'incident du portfolio, mais je suis fier de ce que tu as accompli malgré moi. Non, pas grâce à moi. Merci, répondis-je simplement, consciente de l'importance de ce moment pour nous deux. Ma mère, en s'essuyant les larmes, ajouta sa propre excuse. J'aurais dû soutenir tes rêves, pas seulement répéter les opinions de ton père. Peux-tu nous pardonner? Le pardon serait un processus, pas une résolution immédiate, mais c'était un début. J'y travaille, répondis-je honnêtement. Même Ryan semblait touché par ce changement. Alors j'ai regardé certains de tes dépôts sur GitHub, admis-il. Cet algorithme de tri que tu as développé pour de grands ensembles de données environnementales est vraiment ingénieux. Tu pourrais m'expliquer un jour comment tu l'as abordé? C'était la première fois que mon frère me demandait de l'aide en programmation, une inversion totale de notre ancienne dynamique. Bien sûr, acceptai-je, surprise mais ravie. Quand tu veux. Ce dîner marqua le début d'un lent processus de guérison avec ma famille. Mon père ne serait jamais totalement à l'aise avec mon choix de carrière, mais il fit des efforts pour le comprendre et le respecter. Ma mère assista à un événement pour les femmes dans la tech que j'avais aidé à organiser 6 mois plus tard, sincèrement intéressée à en apprendre davantage sur mon univers. Ryan et moi avons développé une nouvelle relation comme collègues en programmation, échangeant parfois sur des défis techniques. À mesure que mon premier an chez Erasan avançait, je prospérais de façon dont je n'avais fait que rêver. Mon système de suivi environnemental devint un produit phare de l'entreprise, me valant une promotion rapide.
Je trouvais des mentors en Sophia et en d'autres femmes de l'entreprise qui avaient affronté des barrières similaires, créant un réseau de soutien que je n'avais jamais eu auparavant. Inspiré par mon propre parcours, je lançais un programme de mentorat pour des jeunes filles intéressées par la programmation, en particulier celles issues de familles traditionnelles où ces passions pouvaient être découragées. Ma première élève fut une jeune de 16 ans appelée Jessica, qui me rappelait énormément moi à son âge, brillante, passionnée et luttant contre les limites imposées par les autres. Comment as-tu su que tu pouvais réussir alors que tout le monde te disait que tu ne pouvais pas, me demanda-t-elle lors d'une de nos sessions. Je ne le savais pas, avouai-je. Je savais seulement que je devais essayer. Et j'ai appris à sauvegarder ce qui comptait. Pas seulement mon code, mais mes rêves et ma foi en moi-même. C'est devenu mon mantra et le message central du programme, sauvegarde ce qui compte. Les compétences techniques peuvent s'apprendre, mais la résilience pour poursuivre ta passion face au découragement, c'est ça la véritable base du succès. Ma relation avec Eric s'approfondit au fil de ce chemin. Il m'avait vu au plus bas et m'avait soutenu sans jamais douter. 1 an après l'incident du portfolio, nous avons emménagé ensemble, créant un foyer rempli de technologie et de créativité que nous aimions tous les deux. En repensant à cette terrible matinée où j'avais découvert mon portfolio effacé, je le vois maintenant comme le catalyseur dont j'avais besoin pour me libérer d'une vie qui n'était pas vraiment la mienne. La tentative de mon père d'effacer mon futur, en réalité, l'avait déclenché, me forçant à prendre le contrôle de ma vie d'une manière que je n'aurais peut-être jamais osé autrement. Quelqu'un a-t-il déjà essayé d'effacer vos rêves? Qu'avez-vous fait pour les protéger? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires. Et si mon parcours vous a inspiré, merci de mettre un « j'aime » et de vous abonner pour entendre plus d'histoires de résilience et de transformation. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toute personne qui a besoin d'entendre que sa passion compte, même quand les autres n'en voient pas la valeur. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, sauvegardez toujours ce qui compte le plus, que ce soit votre code ou vos rêves.